âgée, j'ai aucun lien d'intérêt dans cette présentation. On sait tous qu'on considère que le sujet âgé a une réserve cérébrale limitée et que donc il a un mauvais pronostic après un traumatisme, que ce soit un pronostic vital ou fonctionnel. Que nous avons des difficultés de diagnostic pour vraiment évaluer les conséquences de la lésion dans la boîte crânienne, et puis que finalement, ça nous expose au risque de prophétie auto-réalisatrice, en fait. Et on en est tous conscients, mais au quotidien, c'est pas si simple que ça à considérer. Donc finalement, ces patients, ils ont quand même un parcours semé d'embûches, et c'est probablement ça qui va être le fil conducteur de cette présentation. Donc, juste un cas que j'ai rencontré, juste pour vous mettre en situation, je ne vais pas faire du tout de sondage dans la salle, mais voilà, un patient de 81 ans qui arrive aux urgences après un traumatisme crânien, c'est une chute à son lever. Et puis, il se sent moins bien, il arrive aux urgences, il n'y a pas de perte de conséquences, il a juste une plaie frontale. Il a comme antécédent un AVC il y a quelques années, mais sans séquelles. Il fait des troubles de rythme, il est fumeur et il a un traitement en rapport avec ses antécédents. Et il attend aux urgences pendant pas mal de temps. Et en fait, il va arriver en milieu de nuit à faire un scanner. Et en fait, à la sortie du scanner, il y a un trouble de la conscience assez brutal. Il est Glasgow 4 avec une mydriase. Et c'est là que vous êtes appelé. Il est 4 heures du matin. Voilà, je vous essayez de voir un petit peu ce que vous auriez fait pour ce patient ou pas fait si vous aviez été dans ce contexte-là. Alors, pour camper un peu le décor de cette présentation, je vais m'appuyer sur cette analyse de la cohorte de Center TBI que vous connaissez bien, je pense, parce que finalement, elle apporte déjà des éléments assez clairs sur le sujet qui nous concerne, en analysant les patients qui ont eu des traumatismes à haute cinétique ou à faible cinétique, donc 21 000 patients qui sont classés entre haute cinétique et faible cinétique. Et vous voyez que les patients qui ont une cinétique élevée, ce sont des patients qui ont des mécanismes traumatiques, avec en particulier en majorité des accidents de la route, mais pas que. Et en fait, ils sont plutôt plus jeunes. Alors que les patients qui ont une faible cinétique, dans leur traumatisme, c'est en grande majorité des chutes. Ils sont plus âgés. Il y a plus de femmes, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes par rapport au traumatisme en haute cinétique. Ils ont beaucoup de comorbidités. Ils sont souvent sous anticoagulants et antiplaquettaires. Et en fait, quand ils se présentent, ils ont globalement une sévérité neurologique moins marquée. Ils ont souvent des signes vitaux assez stables, sans anomalies neurologiques majeures. Ils ont une sévérité au scanner qui est globalement équivalente à celles qui ont une haute cinétique, alors que la présentation clinique n'est pas tout à fait la même. Dans cette étude, les auteurs décrivent même qu'ils ont certains types, préférentiellement certains types de lésions intracrâniennes, avec en particulier des larges sous-duraux, des engagements sous-falcoriels assez marqués par rapport à l'autre catégorie de patients, mais que globalement, la sévérité est quand même là. Et puis, ils ont un accès à la réanimation qui est quand même plus faible, puisque c'est de moitié par rapport aux patients qui ont eu un traumatisme en haute cinétique. Ils ont aussi une intensité de traitement qui est plus faible, en particulier pour le contrôle de l'hypertension intracrânienne. Et à la fin de tout ça, ils ont la même mortalité. Et donc, cette étude, elle campe déjà le fait qu'il n'y a pas de lien clair entre la gravité du mécanisme traumatique et le devenir des patients, que peut-être qu'il faudrait qu'on revoie certains critères de triage, puisque, enfin, en tout cas, ça pose la question des critères de triage, puisque certains patients semblent moins bénéficier d'une offre de soins et finalement ont un mauvais pronostic. Ils semblent aussi moins bénéficier d'une certaine intensité de prise en charge. Et est-ce qu'elle est finalement adaptée? Et est-ce qu'il faudrait repenser un peu la prise en charge de ces patients qui sont donc pas forcément avec des traumatismes cinétiques élevés et plus âgés? Alors, ça peut aller très vite, hein. Dans cette petite étude, les auteurs montrent qu'il suffit de changer de décennie pour plus avoir la même prise en charge. Là, c'est une petite étude rapide où ils montrent que l'accès à la craniectomie décompressive, on a moins accès à la craniectomie décompressive quand on a un âge qui commence par un 8, au-delà de 80 ans, que quand on a un âge qui est encore dans la catégorie des 7.
jusqu'à 79 ans. Donc, on voit que dans notre stratégie, on est déjà marqué par toutes sortes de critères qui ne sont pas faciles forcément à expliquer. Pourquoi aussi on est mal à l'aise avec ces patients âgés? C'est parce qu'on sait qu'ils ont une fragilité. Et que donc, mais peut-être qu'on fait un peu d'amalgame entre âge et fragilité. Mais on sait qu'ils ont tendance, enfin, ils sont plutôt très fragiles. C'est ce qui est bien représenté dans cette analyse récente, toujours de la même cohorte, avec une analyse de la cohorte en ayant constitué un score de fragilité. Donc ici, vous avez l'incidence de la fragilité dans la cohorte au cours des âges. Donc bien sûr, il existe déjà une fragilité chez les patients traumatisés crâniens qui sont même encore jeunes, mais bien sûr, cette fragilité augmente avec l'âge de façon majeure. Et dans cette étude, il montrait que ce score de fragilité était associé au mauvais pronostic des patients, en particulier chez les patients qui n'avaient pas accès aux soins critiques, qui étaient pris en charge dans les services conventionnels, probablement parce que ceux qui avaient accès aux soins critiques étaient plus graves, et donc finalement la gravité de la lésion passait sur l'impact du score de fragilité, enfin de l'état de fragilité des patients. Et en tout cas, il représente bien l'impact de la fragilité sur le devenir des patients. Ici, vous avez à chaque tranche d'âge, entre les plus jeunes à partir des enfants, on va dire, jusqu'à 18 ans, et puis ici, les plus âgés jusqu'à 80 ans, 90 ans, vous voyez que en fonction du score de fragilité ici en abscisse, eh bien, le risque d'avoir un devenir plus ou moins sévère, les plus sévères étant ici en clair et les moins sévères étant ici en foncé, eh bien, ce risque d'avoir un devenir sévère est beaucoup plus marqué chez les patients qui sont plus âgés. Mais il existe déjà chez les patients qui sont jeunes s'ils ont une fragilité au préalable. Alors la fragilité, c'est un concept qui est un peu compliqué parce que, comme vous le savez, c'est un état. On peut en avoir différentes définitions. C'est probablement associé à l'âge, au sexe, au niveau socio-économique, comme ça a déjà été évoqué un peu plus tôt. Probablement que les minorités y sont plus exposées, mais en tout cas, il y a un contexte physiologique, physiopathologique, des anomalies biologiques, un contexte psychosocial, environnemental. Tout ça peut s'agréger, je dirais, dans un état de fragilité. Et des fois, cette fragilité, elle peut être non visible, puisque ces anomalies ne sont pas encore exprimées par des anomalies de maladies physiques ou même métaboliques. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on peut peut-être se transposer la question qu'on est en train de discuter à un modèle qui avait été proposé pour les troubles cognitifs périopératoires, avec l'impact de la chirurgie sur ces troubles cognitifs. En fait, quand on analyse nos patients opérés et leurs troubles cognitifs post-opératoires, on analyse la trajectoire avec la dégradation de leur capacité cognitive, mais on ne sait jamais très bien comment ils étaient avant, en fait. Et peut-être que le patient était déjà en train de décliner et que la chirurgie ne change pas grand-chose, ou au contraire, le patient était très très bien et la chirurgie l'a aggravé. Peut-être que dans la question qu'on considère aujourd'hui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le trauma serait ici à la place de la chirurgie et qu'il faut probablement considérer l'état du patient avant pour vraiment essayer d'appréhender son devenir ensuite. Et puis, dans certains cas, le trauma va peut-être aussi vraiment aggraver une situation clinique qui était plutôt favorable avant. Donc ça, c'est un des aspects qui font que probablement on a du mal à prendre en charge ces patients de façon un peu comme les autres, quoi. Ensuite, ils ont probablement des caractéristiques dans leurs lésions intracrâniennes. Ce n'est pas énormément décrit, je l'ai dit tout à l'heure, dans la cohorte de Center TBI, ils avaient déjà mis le doigt sur le fait qu'ils avaient plus souvent d'hématomes sous-duraux importants, aigus, et qu'ils avaient des engagements sous-falcoriales fréquents. Là aussi, dans cette étude japonaise, les auteurs apportent des cas de patients qui ont non seulement des lésions un peu particulières, mais aussi avec une évolution particulière puisqu'il y a un intervalle libre important, avec des engagements secondaires, comme ici, ou des lésions, des contusions qui saignent secondairement. Ici, j'ai loupé ma photo. Donc, en fait, on est un peu sur un type de patient qui, finalement, compense assez bien et qu'au départ, vous allez voir, il est plutôt communicant et puis d'un seul coup, va se détériorer. C'est très fréquent donc, chez ces patients âgés. On applique
probablement une hyperémie ou une hyperperfusion qui serait retardée. Et puis, bien sûr, ce sont des patients qui sont sous anticoagulants, antiagrégants, ce qui peut probablement favoriser les choses. En tout cas, on est probablement dans un modèle de développement d'une hypertension intracrânienne avec une courbe de Langfit qui est probablement un peu décalée vers la droite, c'est-à-dire qu'on a plus de temps dans le développement de la lésion et des hématomes intracrâniens, par exemple, avant d'avoir une élévation de la pression intracrânienne. Donc ça, c'est le premier obstacle. C'est des patients qui vont plutôt se présenter correctement cliniquement alors qu'ils ont une lésion majeure avec un potentiel d'aggravation fort après un certain intervalle de temps. Le deuxième écueil, c'est que sous nos évaluations classiques, on a évoqué le Doppler tout à l'heure, c'est typiquement le type de patient pour lesquels on va être en difficulté pour les évaluer au Doppler sans pouvoir vraiment le prévoir. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont des résistances vasculaires élevées. Et ça, il n'y a pas tellement de données sur le sujet, mais là, c'était une étude de quelques cas qui montraient que des patients âgés avec une pression intracrânienne normale pouvaient avoir des valeurs de Doppler très altérées, probablement sur une artériopathie. Ils avaient montré des biopsies de l'un d'entre eux. Des petits bugs de présentation quand même. Après, dans la prise en charge, on continue à être très, très en difficulté. Si on prend les sous-duraux aigus, la prise en charge de ces patients est extrêmement hétérogène. C'est ce qu'a montré cette étude au niveau des différents pays européens. Il n'y a pas du tout la même stratégie de prise en charge de ces sous-duraux aigus chez les patients âgés au sein parmi les différents pays. Et en fonction du pays, vous allez avoir plutôt des chances, entre guillemets, d'être opéré ou pas. Mais en même temps, ceux qui étudient un petit peu l'intérêt d'intervenir sur ces sous-duraux aigus, finalement, ne montrent pas d'apport majeur sur le pronostic des patients d'avoir une opération en urgence de ces patients avec un hématome sous-dural aigu et âgé. Donc, en fait, ils sont difficiles à diagnostiquer, ils peuvent se détériorer brutalement et dans la prise en charge sur une des lésions qui est majeure, qui est le sous-dural aigu, en fait, c'est pas extrêmement bien caractérisé et pour le moment, on n'a pas vraiment d'argument pour vraiment stimuler les chirurgiens à opérer coûte que coûte ces patients tant que l'hématome est toléré. On peut aussi s'intéresser à ces patients à travers cette étude qui est toujours une analyse de la même cohorte et qui s'est intéressée à déterminer des phénotypes de patients. C'est le traumatisme crânien a une hétérogénéité de lésions, une hétérogénéité de mécanismes, une hétérogénéité de population. Donc finalement, on est devant une forme de syndrome avec probablement des patients qui sont extrêmement différents parmi cette population, même si on considère l'âge. Et donc, ils ont cherché à définir des endotypes dans cette population de traumatisés crâniens à partir de 9 variables qu'on peut collecter facilement dans les premières 24 heures, métaboliques et cliniques. Et avec une démarche non supervisée, ils ont défini 6 endotypes, A, B, C, D, E, F. Et vous voyez que le premier niveau de classification est bien sûr le Glasgow. Et puis le deuxième niveau, c'est des anomalies du métabolisme retrouvées chez ces patients. Et parmi ces catégories, on voit qu'ils ont un devenir et une mortalité qui est fort différente d'une catégorie à l'autre. Alors si on prend les patients, les traumatismes les plus légers, avec finalement pas d'anomalie métabolique, ça va être les patients qui vont être plutôt âgés, sous anticoagulants et qui n'auront pas de grosses anomalies sur le scanner. Et en fait, il y a 7% d'entre eux vont décéder, 21% quand même vont avoir un devenir non favorable. Et vous voyez que quand même dans cette cohorte, ils sont quand même investis puisqu'ils sont intubés, ils ont une pique très souvent. Ensuite, si on passe aux catégories suivantes, on peut s'arrêter sur l'endotype D, C et D. L'endotype C, vous voyez que c'est des traumatismes modérés avec des anomalies métaboliques pendant les premières 24 heures. Ce sont aussi des gens plutôt âgés, aussi sous anticoagulants et avec des anomalies au scanner majeures puisque certains vont aller jusqu'à la crâniectomie. Et vous voyez qu'ils ont une mortalité très élevée et un pronostic défavorable très important. En revanche, dans cette catégorie D, ou cet endotype D, où nous avons des patients qui sont plus sévères mais jeunes en fait,
et chez qui il n'y aura pas d'anomalie du métabolique lors de la prise en charge, ils ont un bien meilleur pronostic et un devenir plus favorable. Donc, cette classification nous questionne sur ces aspects métaboliques. Est-ce que ce sont des aspects métaboliques qui sont liés au terrain du patient? C'est des patients qui ont des comorbidités, qui ont des pathologies qui peuvent altérer leur métabolisme, ou au contraire, on est dans une situation de prise en charge où ils ont eu le temps de se dégrader et qu'ils ont des anomalies métaboliques quand on les prend en charge. Mais en tout cas, ça pose la question de l'interaction entre les anomalies métaboliques et le devenir de ces patients. Donc, si on voulait proposer une stratégie, ce n'est pas très facile parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de données. On voit que ces données, elles sont surtout sorties de cohortes globales et qu'on prend les patients âgés et qu'on essaye d'en tirer des informations. Mais on n'a pas vraiment de données avec une investigation précise de cette population qui pourtant a ses spécificités, son type de lésion, son mécanisme lésionnel et qui fait probablement une population qui est croissante dans nos recrutements de réanimation. Donc, après une admission, on peut probablement suggérer d'avoir une surveillance probablement en soins critiques si les patients sont fragiles pendant 24-48 heures. Ça, c'est dans un monde idéal et où on a de la place et où il n'y a pas de problème. Et avec des évaluations et une surveillance du risque de dégradation initiale. C'est aussi un temps pendant lequel on peut enquêter sur l'état du patient antérieur, sa fragilité en particulier, ses comorbidités, communiquer avec la famille, essayer de savoir ce que veut devenir, quel est le projet personnel du patient, résoudre les désordres métaboliques. Il y a la question de l'hémostase, mais ça, je pense que vous l'avez bien travaillé hier. Est-ce qu'on a besoin d'exploration complémentaire pour argumenter notre positionnement pour ce patient, pour la prise en charge de ce patient? Et puis, ça passe aussi par une concertation multidisciplinaire. Et à partir de ce temps de synthèse et de réflexion, on devrait pouvoir décider d'un statut de ce patient en réanimation. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on ne va pas plus loin? Et quelle va être la stratégie? Et ce statut peut être discuté si nécessaire. Mais en tout cas, il faut probablement prendre une orientation et s'y tenir. Une fois qu'on a décidé de réanimer ces patients, il faut probablement le faire de façon décidée et construite et pas osciller entre on va le réanimer, oh ben non, il est trop vieux, on ne sait pas où on va, etc. C'est vrai pour le moment, je pense qu'on n'a pas énormément, on n'a pas d'outils, on n'a pas les outils nécessaires pour nous aider à cette évaluation et à cette discussion. On a probablement besoin de biomarqueurs, de la fragilité, qui serait peut-être plus utile qu'une véritable enquête ou de scores qui sont imparfaits, de la lésion neurologique qui se traduit pas, dont l'importance ne se traduit pas forcément à l'examen clinique, comme ça a été évoqué avec l'imagerie. Et effectivement, ces biomarqueurs peuvent être soit plasmatiques, peut-être dans le LCR, et peut-être que ça peut être de l'imagerie, ou certains même évoquent des algorithmes de machine learning qui permettent d'intégrer plusieurs variables et puis donner des profils de patients qui seraient avec une caractéristique plutôt de fragilité ou pas. Et ça, je pense qu'on a eu un très beau topo sur les lésions tertiaires tout à l'heure. Mais je pense que c'est dans ce cadre-là que ça pourrait en particulier s'intégrer. Surtout que ces patients n'ont pas forcément d'HTIC, ils sont peut-être avec un monitorage qui est moins lourd que nos patients plus jeunes en hypertension intracrânienne et qui peuvent peut-être avoir accès à des explorations assez précoces, mais qui nous permettraient d'avancer sur leur caractérisation et le pronostic. Donc, mon patient de 81 ans, qu'est-ce qu'on en a fait? À 4 heures du matin, je n'ai pas beaucoup réfléchi. On l'a intubé. Et quand on a pu, on a fait des Dopplers transcrâniens qui étaient ceux-ci. Et donc, après, j'étais parisienne à l'époque, donc on a contacté la Grande Garde. Mais on arrivait vers 8 heures. Donc, la première Grande Garde nous a dit appelez la deuxième. Donc, on a passé 8 heures, on a pris la deuxième Grande Garde, ou c'était 9 heures, je ne sais plus, c'était un dimanche matin. La deuxième Grande Garde a fait non, on ne va pas l'opérer. J'ai attendu le neurochirurgien local qui a dit oui, je regarde, et puis qui revient vers moi et qui me dit non, là, il est trop grave, on ne va pas l'opérer. Et en fait, on était dans la chambre du patient et je vois le patient bouger un peu et je lui dis monsieur, vous voulez être opéré? Et le patient fait oui.
Et donc, il a été opéré et 48 heures après, il était sorti de réanimation avec une petite bronchite qu'on avait traitée par un peu d'augmentin. Voilà. Donc, bon, il avait probablement un parcours qui l'avait protégé. Il était finalement, je ne sais pas exactement sur quoi il a perdu conscience. Il avait quand même une mydriase, mais disons ça peut être ce type d'évolution et il faut savoir, il faut des fois se méfier de ce qu'on ferait devant la gravité des lésions. Alors ensuite, une fois que le patient est sorti de réanimation, qu'est-ce qu'il devient? Parce que c'est quand même pas fini. Donc il y a là aussi quelques études qui nous donnent un peu des informations sur des traumatismes crâniens. Alors la première, c'est toujours issue de Center TBI qui rapporte qu'il y a une mortalité qui est finalement assez basse, à 9% chez les traumatisés crâniens légers et 60% chez les modérés et les sévères. Et que la récupération complète, même chez les légers, elle est de 44%. Et qu'elle n'est que de 6% chez les plus sévères. Et finalement, comme critère associé au devenir fonctionnel et la qualité de vie à distance, il y a l'existence de maladies systémiques complexes avant le traumatisme, le niveau éducatif et le terrain psychiatrique. La deuxième cohorte s'est intéressée à trouver des marqueurs précoces du devenir de ces patients avec des traumatismes crâniens légers. Donc, dans cette population, il y avait 54% de bonne récupération à 1 an. On voit que la récupération chez les patients qui n'avaient pas de fragilité antérieure est bien meilleure que chez ceux qui avaient une fragilité antérieure. Et les patients qui ont une fragilité antérieure se plaignent beaucoup plus d'anxiété et d'inconfort. Et dès le début, en fait, dès les premières semaines post-traumatiques, la plainte sur des vertiges, des maux de tête est très associée au mauvais devenir fonctionnel à distance. Donc effectivement, ces différentes cohortes nous montrent que les patients, globalement, sont quand même aggravés, les patients âgés sont quand même aggravés par le traumatisme crânien. Dans cette cohorte ici, il évaluait le score de fragilité en bleu avant le traumatisme et en rouge après le traumatisme. On voit qu'il y a clairement une dégradation de l'état des patients. 43% sont décédés dans cette cohorte, mais en fait, il y en a quand même la majorité qui sont satisfaits de leur devenir. Donc, c'est quand même aussi à considérer. Et dans cette cohorte ici, il s'intéresse au devenir, au lieu d'hospitalisation ou au lieu de domicile des patients après le traumatisme. On voit que chez les patients qui avaient une fragilité élevée avant le traumatisme, il y a beaucoup de patients qui sont institutionnalisés quand ils ne sont pas décédés. Donc, ce n'est pas fini après la réanimation et même encore après. Et là, on ne voit pas, mais il y a une deuxième courbe normalement. C'est une cohorte de patients avec des traumatismes crâniens légers qui sont évalués au cours de l'évolution des 8 années suivantes. Et ici, vous avez la courbe des patients qui ont chuté, dont le mécanisme de traumatisme est la chute. Et ici, normalement, vous devriez avoir une courbe qui est beaucoup plus horizontale des patients du même âge, mais pour lequel le mécanisme de traumatisme n'est pas une chute, qui est un traumatisme crânien léger, mais non lié à la chute. Et on voit qu'en fait, les patients qui sont venus pour traumatisme crânien lié à la chute ont un bien moins bon pronostic et une mortalité plus élevée que les patients qui ont la même sévérité, mais dont le mécanisme n'est pas la chute. Donc ça veut dire que derrière, il y a toutes sortes de paramètres qui jouent, de prises en charge qui sont à considérer et probablement d'actions de prévention à mener. Donc, en conclusion, je dirais que les erreurs à ne pas commettre chez les patients âgés qui ont un traumatisme crânien, c'est d'en sous-estimer l'incidence. Ils sont très nombreux et on sous-estime souvent leur besoin d'intensité de soins pour espérer qu'ils aient un pronostic correct. Il ne faut probablement pas confondre âge et fragilité, mais il ne faut pas ignorer la fragilité de ces patients parce qu'on voit que une fragilité pré-traumatique est associée à une dégradation post-traumatique importante. Il ne faut pas ignorer qu'il existe souvent un intervalle libre avant une aggravation chez ces patients. Donc, ils ont besoin de surveillance rapprochée quand on les prend en charge à l'admission.
Probablement qu'on ne leur procure pas une intensité de traitement suffisante, que ce soit à visée d'hypertension intracrânienne et de neuropronostic, mais aussi de réanimation générale et métabolique. Il ne faut pas que leur prise en charge soit trop courte. On ne peut pas les lâcher très vite dans la nature parce qu'ils vont revenir ils vont être plus graves. Et enfin, il ne faut pas négliger non plus la prise en charge post-hospitalisation, en particulier chez les patients qui ont fait des chutes parce qu'ils ont probablement des facteurs de risque ou une sensibilité, une susceptibilité qui est particulière. Je vous remercie.